a vendu un terrain de 2,4 millions de pieds carrés à peu près pour 85 millions l'année passée. Donc, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont trouver des terrains et ils vont construire pour avoir des locataires AAA. Par exemple, Victo, un Tim. Alors, eux, toute leur game est basée sur... Ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens qui sont locataires ou acheteurs ont un peu plus de bargaining power, un peu plus négocier dans le fond quand ils font des transactions parce que Ici, on est souvent limité au Québec avec les terres agricoles. Alors, si jamais tu regardes à vol d'oiseau, par exemple, les parcs industriels s'en viennent de plus en plus saturés. je pense que les gens, ce qu'ils veulent au bout de la ligne, c'est vraiment du service. Ils veulent vraiment des retours d'appel, ils veulent vraiment avoir, dans le fond, une certitude de quand ils vont t'appeler ou quand tu vas les appeler à chaque mois ou à chaque 2 semaines pour leur faire un suivi. Fait que tu vas être présent et tu vas être là. Alright, on a 2 courtiers immobiliers industriels pour la première fois dans mon podcast. Je suis vraiment content parce que j'amène des gens que je veux apprendre moi-même. Puis en retour, après ça, on partage avec les gens. Donc aujourd'hui, j'ai Étienne Marcoux et Steve avec nous. Merci les gars d'être ici avec moi. C'est très apprécié. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. C'est vraiment le fun de pouvoir participer au podcast et pouvoir partager nos expériences. Super, merci. C'est un plaisir qu'on est ici aujourd'hui. Super. Guys, dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce métier, dans le courtage industriel tout d'abord? Ça fait à peu près 9 ans que je suis en immobilier, à peu près 6-7 ans que j'ai ma licence. On a parti l'équipe à peu près à 6 ans. Puis maintenant, ça va vraiment bien. Le marché le prend bien. C'est vraiment le fun de travailler dans ce milieu-là. C'est très compétitif, mais c'est très le fun. C'est très fun, hein? Puis pourquoi le courtage industriel? Il y a le courtage résidentiel, le multilogement, il y a le commercial pur. Vous avez décidé d'aller dans l'industriel. Ça a l'air d'un autre monde, l'industriel. Pourquoi? Bien, le résidentiel, c'est très différent. C'est un peu plus émotionnel. C'est des transactions plus rapides. C'est plus du sensationnalisme un peu, là, des transactions, des inscriptions qui sont vraiment belles, avec des belles photos. L'industriel, c'est plus le côté logistique, le conseil entreprise, un partenaire de croissance, d'accompagner les gens dans tous leurs stades de business, dans le fond. À chaque fois qu'ils vont grandir, on va toujours être là, soit revendre, relouer, ou de leur donner des conseils, ou de les aider par rapport à certains aspects qui entourent l'immobilier. Mm-hmm. Le commercial, moi, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Les magasins, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai fait souvent, puis j'ai pas vraiment le réseau de contact avec ça. Le bureau, au début, c'était vraiment intéressant, mais avec le temps, on a réalisé que l'industriel, c'était vraiment plus notre niche. Pourquoi? Bien, quand j'ai commencé, la première compagnie que j'ai travaillé pour, c'était juste quasiment l'industriel. Puis à force d'en faire, j'ai comme vraiment adoré le produit. J'ai adoré le côté logistique. J'ai adoré de pouvoir, pour la première fois dans ma vie, rentrer dans des entreprises, voir l'entrepôt, comment ça se fait. Exemple, des entreprises de bâtiment, des entreprises de porte, des entreprises de distribution, des entreprises de manufacturing, qui a des machines à grandeur de l'entrepôt. Puis là, tu vois toute la chaîne, comment ça se fait. Puis là, tu réalises de où ça part le produit, de la pièce, de la matière première, jusqu'à l'étagère. C'est impressionnant. Pour vrai, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi le fun, dans le fond, à visiter et à apprendre à connaître. Puis en même temps, ce qui est le fun, c'est que tu vois les histoires des entrepreneurs. C'est vraiment ça qui est cool, c'est que tu apprends à les connaître, tu comprends d'où ils ont commencé, qu'est-ce qui les a amenés à faire, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Puis ça, souvent, c'est vraiment le meilleur cadeau parce que tu as du knowledge, tu apprends à les connaître, tu as des conseils en même temps, ils t'apprennent beaucoup de choses que moi, je trouve que c'est vraiment valorisant. Et toi, Steve, comment tu t'es baigné dans cette industrie? Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en immobilier commercial, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Alors, si quelqu'un fait ses cours, obtient sa licence, tu peux rentrer dans le domaine. Puis chaque personne va vouloir faire de l'immobilier commercial. Comme qu'on a discuté tantôt, ça peut être pour des magasins, ça peut être pour des entrepôts, ça peut être des tours à bureaux, ça peut être des blocs appartements. Alors moi, qu'est-ce qui m'a vraiment intéressé, c'est vraiment le business to business. Dans le but d'aider des joueurs au niveau de leur immobilier. Quand je dis des joueurs, c'est vraiment des entreprises. Alors, moi, je considère qu'on est le bras droit immobilier des entreprises, puis on va trouver des solutions pour eux, pour les aider, soit dans la décroissance ou peu importe la phase où est-ce qu'ils sont rendus dans leur cycle. Excellent. Puis présentement, j'imagine que, comme dans le résidentiel ou dans le commercial, les tendances changent un peu dans l'industriel.
quelle est la tendance actuellement? Est-ce que c'est plus, par exemple, dernièrement, il y a un article qui est sorti, Luc s'est fait acheter son terrain, puis il y a une grosse usine de batterie qui va se construire bientôt. Présentement, au Québec, quelles sont les tendances, tout simplement? En ce moment, dans le fond, pendant la pandémie, c'était vraiment intense. Il y avait vraiment une grande demande. Tous les espaces quasiment se faisaient louer. Il n'y avait pas assez d'espace disponible. Les gens construisaient. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens qui sont locataires ou acheteurs ont un peu plus de bargaining power, qui peuvent plus négocier dans le fond quand ils font des transactions parce que, justement, la pandémie a arrêté. La demande en a descendu. Il y a beaucoup de gros utilisateurs qui ont remis des espaces sur le marché. Que là, dans le fond, ce que ça a fait, c'est que la plupart des gens qui avaient besoin de bouger de vieux bâtiments, exemple avec des basses hauteurs libres, avec des vieux specs, disons, là, des vieilles caractéristiques, mais maintenant avec les nouveaux bâtiments, avec les nouvelles caractéristiques, les meilleures hauteurs libres, meilleure distance entre les colonnes, meilleur shipping, mais les gens, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris leur, exemple, 150 000 pieds en ville, qui était plus ou moins optimisé, puis ils l'ont déménagé dans un immeuble qui est plus neuf, mais à l'extérieur de la ville, qui est comme une espèce d'exode vers les banlieues, soit que ce soit la rive nord, la rive sud, ou Valleyfield, ou Beauharnois, exemple, qui a explosé pendant la pandémie. Ben, les gens ont réalisé que pour le même loyer, pour avoir un immeuble beaucoup plus neuf, dans une occasion un petit peu plus à l'écart de la ville, mais avec des installations à fine pointe de la technologie, donc c'était vraiment avantageux pour eux autres. Ce que ça fait, par contre, dans le side, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup d'immeubles en ville qui sont disponibles avec des basses hauteurs libres. Par contre, ça crée une belle opportunité pour ceux qui sont dans le manufacturing qui n'ont absolument pas de besoin d'avoir de la hauteur libre. Donc, ces gens-là ont beaucoup d'options sur la table, sont capables d'aller négocier beaucoup plus qu'ils pouvaient le faire dans le passé pour avoir la bonne transaction financière qui fait du sens pour eux. Parce que en manufacturing, tu as deux enjeux. Tu as le fait d'avoir besoin de beaucoup d'employés puis beaucoup d'argent investi dans le business pour soit de la machinerie ou des équipements quelconques. Got you. Puis, j'aimerais savoir quels sont les types d'entreprises qui vont venir vous approcher. Est-ce que c'est des compagnies internationales? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes locales, nationales? Ça ressemble à quoi actuellement? Est-ce que le Québec est reconnu comme une destination pour les entreprises internationales, comme ce qui s'est passé avec la compagnie suédoise, je crois? C'est une compagnie suédoise, n'est-ce pas? Oui. Quand on s'attarde au marché industriel, il faut comprendre qu'il y a plusieurs sous-catégories. Alors, chaque joueur va rentrer dans une catégorie industrielle. Par exemple, il peut y avoir des joueurs qui vont être dans l'alimentaire. Un exemple, Sobeys, IGA. Eux, ils ont besoin d'entrepôts des entrepôts alimentaires pour faire la distribution dans leur centre. Ensuite, il y a des joueurs qui vont être dans le domaine du transport. Eux vont avoir besoin d'un petit bâtiment pour faire de la mécanique sur leur camion, mais par contre, ils ont besoin de beaucoup de terrain pour entreposer les remorques. Alors là, on peut voir que c'est des entrepôts qui vont être complètement différents, puis la demande va être complètement différente. Si tu prends un camion puis tu dois faire 300 km, tu vas essayer d'optimiser ton emplacement. Fait que ça, c'est des aspects qui sont super importants. Étienne, tantôt, a abordé le sujet des entreprises de manufacture. Alors, c'est quand ils vont, par exemple, avoir des lignes d'assemblage. Mais là, ça va être complètement différent. S'il y a plusieurs employés qui travaillent à la chaîne pour produire un produit, ils n'ont pas besoin d'avoir un entrepôt avec beaucoup de hauteur libre, par exemple. Got you. Et oui, vas-y, excuse-moi. Juste pour ajouter aussi, tantôt de mentionner national, international, des entreprises un petit peu de partout, il y a beaucoup de mouvements locaux avec des business qui sont ici, bien implantés ici. Les joueurs plus gros de l'extérieur, avec le climat économique qu'on a en ce moment, la récession, on est un peu dans ce stade économique-là, on ralentit beaucoup les décisions pour justement voir ce qui allait se passer. Il y a beaucoup de joueurs qui ont patienté avant de prendre une décision dans le but de justement voir qu'est-ce qui allait se passer avec l'économie avant de bouger. Puis là, en ce moment, avec la baisse de taux, le climat un peu plus favorable, on a comme l'impression que tout va redevenir à la normale plus rapidement que prévu. Là, les demandes et les besoins se sont fait réaccélérer. Exemple, en juillet et en août, ça n'a pas tant roulé au nouveau volume de transactions. Versus là, en septembre, c'est complètement la folie. Parlez-moi un peu d'une de vos plus grandes transactions. On va inspirer un peu, parce que vous êtes des high rollers, vous bougez des chiffres. Et puis, vous m'avez parlé au début, off-camera, un peu une de vos dernières transactions. Quelle est la transaction où vous êtes le plus fier, puis comment ça s'est fonctionné, puis quel est le volume?
si vous êtes à l'aise de me partager ça. Ben oui. Dans le fond, l'année passée, en fin d'année, après 4 ans de développement d'une relation avec un propriétaire dans mes débuts en immobilier, jusqu'à ce que développer une vraie relation avec la vendeuse, pour ensuite faire une transaction qui a duré à peu près pendant 1 an. C'est fou. 5 ans pour une transaction. Puis des fois, les gens ne réalisent pas à quel point que ça peut être long de faire une transaction avec un client. Mais ça, c'en est une bonne de l'expliquer. Puis on a vendu un terrain de 2,4 millions de pieds carrés à peu près pour 85 millions l'année passée. 85 millions. Ouais. C'est-tu la plus grosse transaction au Québec? Peut-être un des plus Non, grosses. on était dans le top 10 l'année Top passée 10, des ouais. transactions. Mais il y en a des plus grosses. Il y a des ventes de portefeuille, il y a d'autres ventes, puis c'est bien correct. Mais pour nous, notre équipe, c'était la plus grosse transaction qu'on avait faite en carrière. Savez-vous combien de transactions de ce calibre qui se passent au Québec par année? Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il y en a quand même beaucoup. Ah oui? Parce qu'il y a toujours des mouvements de portefeuille, OK. il y a toujours des mouvements de différents actionnaires, il y a des personnes qui arrivent à maturité qui vendent. C'est plus qu'on le pense. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même plus qu'on le pense. Pas, Une centaine? je ne pourrais pas dire le nombre exactement, honnêtement. Je ne serais pas capable de le dire, honnêtement. Mais tout ça pour dire, en immobilier industriel, en immobilier commercial, c'est vraiment important de réaliser que, dans le fond, on peut parler avec quelqu'un pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, avant de faire une transaction. Parce que si la personne n'a pas besoin de croissance, ne fait pas de décroissance, puis l'entreprise, elle va bien, ils ne vont pas faire de move rapidement pour louer une nouvelle place, acheter une nouvelle place. Tout ça pour dire, c'est la relation avec les gens qui compte le plus au bout de la ligne, parce que tu as bien beau être le meilleur courtier, mais si les gens ne te font pas confiance et qu'ils ne veulent pas travailler avec toi, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que tu développes une relation, puis une confiance, puis une expertise, puis au fil des années, ben la discussion du début qui était juste, tu vends ta bâtisse, devient comment vont tes enfants, comment va ta vie, tu m'avais parlé de telle chirurgie que tu as eue, ben tu parles aux gens, puis le plus important, c'est de s'intéresser aux gens qu'on travaille avec, parce que tout le monde est humain. Tu as bien beau être un businessman, mais avant ça, tu es un humain comme tout le monde. J'imagine étant donné qu'il y a moins de volume aussi, c'est-à-dire qu'il y a moins de volume de transactions qu'on compare avec un courtier qui roule dans le résidentiel, il fait 300-400 transactions. Vous faites moins, donc ça vous permet d'avoir une relation un peu plus proche avec vos clients, de faire plus de suivi. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous direz que parce qu'il y a moins de volume de transactions, le volume monétaire est plus gros, mais le volume de transactions est moins important. Ça fait que vous avez plus de temps pour pouvoir bâtir ce genre de relations. Il y a pas... C'est complètement différent, je te dirais. En termes de volume de transactions, tout le monde va être limité par l'aspect temps, comme dans le courtage résidentiel. Il y a des courtiers qui vont faire 300, 400 transactions dans le résidentiel. On n'est pas spécialiste là-dedans, mais sensiblement, les délais de transaction sont plus rapides. Par exemple, dès que l'offre elle est acceptée, aller chercher le financement, puis passer au notaire, c'est beaucoup plus rapide dans ce domaine-là. Par contre, nous, notre domaine, une fois qu'on a une offre acceptée, ça peut prendre 3, 4, 5, 6 mois de vérification diligente. Ça veut dire que l'acheteur va passer au travers de tous les processus, autant l'aspect légal, les recherches de titres, est-ce qu'il y a des enjeux environnementaux. Je te donne un exemple. S'il y a un terrain qui était industriel, est-ce qu'il a été contaminé? Si jamais il y a de la contamination, pour avoir un financement, il faut plus qu'il y ait de contamination, mais on ne sait pas combien ça va coûter faire ce processus-là. Alors, il faut prendre le temps de tout faire ce processus-là nous apporte à faire moins de transactions, mais les montants financiers peuvent être très importants, comme que tu as déjà vu transactions qui se sont faites sur la rive sud l'année dernière ou notre transaction sur la rive nord. Exact. Puis, il faut dire une chose, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de minimiser les risques de transaction quand on travaille avec des gens. Exemple, que des documents qui sont manquants, on les demande de les faire tout de suite dès le départ. Les gens qui disent on va attendre quand on sera rendu là, mais le problème avec ça, c'est que tu rentres en transaction avec un vendeur puis un acheteur, puis tu n'as pas l'histoire complète. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'acheteur qui va prendre les décisions, puis ça peut ralentir la transaction énormément. C'est quand le vendeur le fait dès le départ, puis s'assure que tout est correct, puis que tout est fonctionnel pour le financement, à un certain point, c'est juste à l'acheteur d'aller au financement puis de passer au crédit. C'est clair. Un autre enjeu qu'il faut prendre en compte, c'est, vu que c'est business to business, il y a beaucoup d'intervenants
qui vont être impliqués dans la transaction. Si on fait une transaction entre deux, tantôt tu nous as demandé, est-ce que tu fais des transactions avec des entreprises qui sont des multinationales? Oui, on est capable de faire ces transactions-là. On les fait, mais eux, ils ont leurs équipes à l'interne, ils ont leur façon de faire, ils ont leur propre avocat. Alors là, on va avoir beaucoup de discussions avec tous les différents professionnels des deux côtés, autant au niveau des avocats, au niveau du financement, les banquiers commerciaux, etc. Question de même qui vient de sortir de ma tête. AI, right? Intelligence artificielle, on parle de délai, puis ça me fait poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'avec l'intelligence artificielle, qui est de plus en plus commun, qui est plus utilisée, est-ce que vous pensez que ça peut accélérer les choses dans l'avenir? Peut-être pas pour le décontamination, mais pour d'autres aspects plus légaux, papier et tout ce genre de choses? Certainement. Il y a toujours... on est quand même à la base des entrepreneurs. On a notre propre entreprise qui est notre modèle de courtage. On s'assure d'être à l'affût des différentes technologies. Si on fait 10, 15, 20, 50, 100 transactions par année, on s'assure d'avoir une technologie qui évolue avec nous. On ne peut pas se souvenir de tous les documents quand est-ce que je les ai, par exemple, envoyés. Par contre, la technologie nous aide à faire ça puis à laisser des traces pour nous aider dans notre métier. Alors, aussi longtemps qu'on continue à utiliser la technologie, éventuellement, le AI, j'imagine qu'il va rentrer de plus en plus, mais effectivement, c'est un aspect super important de notre métier. Bien sûr. Puis on a aussi une industrie qui a beaucoup de gens qui ont 20-25 ans d'expérience de carrière, puis peu de gens qui vont reprendre la business. Il y a comme un gros gap dans les âges des courtiers, dans le fond, d'autres calibres à Montréal. Donc en ce moment, on a comme une industrie qui a une possibilité de prendre l'expansion, disons. C'était ma prochaine question. Je pense qu'il y a comme environ 18 000 courtiers au Québec, 18 ou 14. Je tombe de peut-être 4 000 courtiers. Savez-vous combien de courtiers industriels vous êtes? Je dirais un gros 150. Wow, OK. Qui font, ça dépend, dans les grosses bannières, là, je parle. On parle juste des grosses agences de Montréal, les gros joueurs qui sont un peu partout au monde. Je vois. Et peut-être plus que ça, peut-être 200. Mais même s'il y a 200 sur 18 000, il n'y en a pas beaucoup. Donc, est-ce que c'est plus facile parce qu'il y a moins de gens qui se compétitionnent? Ou c'est parce que c'est 200 qui compétitionnent pour les mêmes clients? Non, moi je te dirais que la barrière à l'entrée est beaucoup plus difficile parce que, je donne un exemple, si tu veux rentrer avec une compagnie que tout le monde connaît, Google, mais pour rentrer chez Google, il va falloir que tu passes par différents canaux, même si tu veux faire une transaction ici avec eux, mais ça se peut que la décision se prenne ailleurs dans le monde. Alors, c'est pas si simple que ça, développer son réseau. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On voyage de plus en plus parce qu'on a des collègues qui sont à New York, à Vancouver, qui sont à Toronto, qui ont des comptes, qui ont des succursales ici. Alors, si la décision ne se prend pas ici, par exemple, on doit aller à Los Angeles, aller parler avec les bonnes personnes qui vont s'occuper de l'aspect immobilier. Okay. Est-ce qu'on parle ici des cabinets de courtage ou des agences? Dans le fond, c'est notre agence qui est Colliers. Okay. On a des bureaux pas mal partout dans le monde. Okay. Quand nos clients ont des besoins, exemple, on a des clients qui ont besoin de Calgary, ben on réfère notre collègue de Calgary. Quand on a des clients qui ont des besoins à Vancouver, on réfère à nos collègues de Vancouver. C'est justement ça qui est le fun, c'est qu'on est capable d'aider nos clients au Québec, mais ailleurs. Puis ailleurs, avec tous les autres services qu'on a en ce moment, parce qu'on a des services internes pour nous, d'évaluation, de vente d'hôtels, de gestion de projet pour du plus gros institutionnel. On a aussi un autre service de gestion de propriété. C'est le fun de pouvoir être capable de suivre nos clients dans tous leurs besoins d'expansion, que ce soit local ou international. Intéressant. Colliers. Donc, Colliers, c'est quand même une agence multinationale. Ils sont un peu à travers le monde. Au départ, on était une agence canadienne. C'est une agence, c'est un Canadien qui a... Une agence canadienne, qui est grossie par acquisition. On est rendu coté en bourse au TSX. Intéressant. Puis, est-ce que c'est correct de dire que pour pouvoir maîtriser l'industriel et d'aller chercher un réseau
travailler pour une agence qui se spécialise dans l'industrie est hyper important? Je pense que oui. Je pense que les clients, la plupart des clients veulent avoir des firmes avec des noms reconnus, avec une expérience, une certaine notoriété. Je pense que c'est important. Mais écoutez, il n'y a pas de bonne recette, de mauvaise recette. Il y a des gens dans des compagnies, des agences de courtage plus privées, disons, ou plus petites, qui réussissent très, très bien aussi. Au bout de la ligne, il faut juste que quand tu vas dans une agence, il faut que tu choisisses l'agence qui va aller selon tes valeurs, avec une équipe qui respecte tes valeurs, que tu sois bien et que tu sois heureux. Après ça, pas de problème. En tout cas, moi, j'aime ça voyager, donc ça serait bien avoir à voyager pour notre métier. Comment vous évaluez vos propriétés? Dans l'industriel, c'est sûr que ça doit être un peu différent. Est-ce qu'on prend en considération la compagnie ou on évalue simplement le bâtiment? Comment ça fonctionne? Ou c'est du cas par cas, dépendamment du besoin du client? Mais dans le fond, premièrement, on n'est pas des évaluateurs. On ne peut pas faire d'évaluation, mais on peut faire des opinions de valeur. OK, opinion de valeur. Qu'est-ce qu'on pense que ça vaut sur le marché en valeur marchande pour donner une estimation de la valeur. L'autre chose, c'est qu'on fait la même chose qu'un évaluateur va faire, sauf qu'on n'est pas accrédité. On va faire la technique du coût pour le coût de remplacement, la technique du revenu avec le loyer net ou avec un taux de capitalisation pour créer une valeur. Puis ensuite de ça, tu as la technique des ventes, qui sont les comparables. Tu regardes les meilleurs comparables, puis tu fais la moyenne. Puis là, tu fais la moyenne des 3 méthodes pour ensuite te rendre compte avec à peu près combien ça vaut, puis là, tu mets ton opinion de valeur. Pour simplifier un petit peu aussi, il y a différentes... on peut mettre des immeubles industriels sur le marché de la vente. Par exemple, un immeuble peut être vacant, alors ça va être parfait pour un propriétaire occupant, c'est-à-dire une entreprise qui veut venir s'installer. Puis, tantôt, Étienne parlait de la méthode du revenu. Ça peut être un immeuble industriel avec plusieurs locataires qui ont des baux. Puis ces baux-là rapportent. Il y a des revenus qui sont en place, puis on va mettre un multiple. Puis là, on va trouver la valeur de l'immeuble. Intéressant. Puis l'autre question que j'avais, c'est quels sont les critères essentiels pour un investisseur lorsqu'il cherche un bâtiment industriel? C'est sûr que c'est une question large, ça dépend de l'industrie, mais est-ce qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps? Est-ce que c'est le coût? Est-ce que beaucoup cherchent à avoir ou rentrer dans leur budget, ou c'est plus la rapidité? Comment ça fonctionne dans l'industriel selon votre expérience? Ça va dépendre de chaque acheteur. Chaque acheteur a, par exemple, un propriétaire occupant. Si tu as une entreprise qui est en croissance, tu vas vouloir t'installer dans un nouvel immeuble. Tu vas avoir certains critères, par exemple, la hauteur libre, la superficie de l'emplacement. Si tu as de la machinerie qui va à l'intérieur de l'entrepôt, est-ce que mes colonnes sont assez larges pour que je puisse circuler? Est-ce qu'on a assez d'électricité aussi? Est-ce que l'entrepôt est giclé? Si jamais tu travailles avec des matériaux qui peuvent avoir plus de risques, il y a certains besoins au niveau des gicleurs. Sinon, il peut avoir un investisseur, lui, il va juste regarder des chiffres, combien l'immeuble rapporte. Alors, c'est vraiment du cas par cas pour chaque acheteur. Exact. Parce que les investisseurs peuvent regarder combien ils rapportent, peuvent regarder est-ce que je peux optimiser mes loyers, est-ce que je peux agrandir l'immeuble. Il y a plein de manières de voir ça, dans le fond. Quelqu'un comme moi qui est un investisseur également, l'industriel, j'ai l'impression que c'est notre game. Puis, au niveau de l'investissement, par exemple, si on compare avec le multilogement, c'est certain que c'est plus facile de remplir les locataires, remplir mes appartements. Tandis que l'industriel, si j'investis dans l'industriel, le délai de pouvoir trouver un locataire peut varier d'un bâtisse à l'autre. Comment que les investisseurs, c'est quoi le mindset derrière un investissement industriel? Moi, je vais investir là-dedans pour optimiser, pour pouvoir créer une valeur économique plus intéressante. Comment qu'ils voient ça? Parce qu'il y a un investisseur qui regarde de l'autre côté, qui sort du multilogement, il dit impossible que je rentre là-dedans, je vais garder pendant trop longtemps ou je vais perdre de l'argent. Comment que les gars ils voient ça? C'est différent. Dans le fond, de l'industriel, la réalité, c'est un peu le risque et le retour. En résidentiel, tu n'as pas tant de risque de ne pas le louer, donc tu as un retour un peu plus faible, souvent. Puis par rapport à l'industriel, mais des fois, tu le gardes un petit peu vide. Mais la patience de quelqu'un à attendre le bon locataire, le locataire qui est prêt à payer, fait une bonne différence. Parce que dans le fond, chaque dollar de plus du pied carré que la personne paye change la valeur drastiquement. Des fois, c'est quelques centaines de milliers. Des fois, c'est quelques millions. Donc, tu sais, c'est important si on veut rentrer là-dedans, c'est d'y aller, mais
je pense d'avoir des bons partenaires, de comprendre un peu le mécanisme avant de faire ça, parce que comment je peux dire, au début, ça n'a pas l'air si facile que ça, mais à un moment donné, c'est juste qu'il faut faire la première, puis la deuxième, puis ça va, tu vas comprendre ta recette, puis tu vas pouvoir la suivre. Ouais, c'est comme plusieurs de mes investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont trouver des terrains, ils vont construire pour avoir des locataires AAA. Par exemple, un McDo, un Tim. Alors, eux, toute leur game est basée sur des locataires AAA. Et des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Par contre, ils ont les contacts pour approcher ces genres de compagnies. Puis ils savent exactement qu'est-ce que ces genres de compagnies recherchent. Donc, pour quelqu'un de l'extérieur, il voit ça extrêmement difficile. Comment tu fais pour approcher McDo? Mais c'est un cercle fermé aussi. À un certain point, dès que tu as les contacts, tu sais qu'est-ce que McDo cherche, c'est plus facile par la suite chercher des solutions à leurs problèmes. Right? Un peu comme ça que je vois l'industriel, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Si tu es capable de discuter avec ton réseau puis de trouver une solution à certains problèmes avec ton immeuble industriel, tu vas être en mesure de le rentabiliser. Je te dirais, c'est plus avec le réseau, l'emplacement, puis le type de joueur que tu veux. Il y a certains développeurs ou investisseurs qui vont avoir un certain créneau pour des très, très, très grands joueurs. Il y en a d'autres qui vont plus aimer avoir on appelle ça des fois du small bay, avec juste 3-4 000 pieds carrés, plusieurs locataires qui sont plus petits, mais qui vont... Comme Étienne a dit, ça prend de la patience, mais si tu as les reins solides, tu es capable de parquer ton argent, comme certains le font. Ils achètent un terrain, ils attendent 2-3 ans, puis bon, il y a un gros locataire, boum. L'industriel, c'est que c'est différent. C'est qu'au début, tu commences ton premier immeuble industriel, puis tu sais pas trop comment ça marche. Puis tu dis, exemple, en résidentiel, ça me coûte 5% de cash genre, 20% de cash genre. En industriel, c'est du 30 à 40, dépendamment des business. Puis à un moment donné, il faut que tu aies aussi une espèce d'historique avec la banque. Il faut que tu sois capable de les remplir à quelques reprises avant qu'ils soient comme plus flexibles sur les conditions. C'est ça aussi qui fait la différence. C'est une historique juste dans le résidentiel, mais ils vont regarder, ils vont dire, ben, pour ton premier, on va y aller comme ça. Avec le temps, on a des clients qui ont des excellents historiques de remplir les immeubles qu'ils achètent. Puis là, la banque a des meilleures conditions pour eux. Bien sûr. Ce que je remarque de mes clients, c'est qu'ils commencent petits dans l'industriel, puis éventuellement, ils grossissent, puis à un moment donné, avec tes histoires de succès, avec tes petites transactions, les clients les banques ont un meilleur feeling pour rentrer dans un genre d'investissement un peu plus risqué pour le client, parce que c'est un autre niveau de volume. Alors, de l'autre côté, je vois, c'est des endosseurs, des gens qui ont beaucoup, beaucoup de sous, un grand actif qui vont venir endosser un peu le prospecteur que lui, il achète, mais il a peut-être moins de connaissances, mais il y a quelqu'un qui est solide de l'autre côté. Ça aussi, c'est des choses qui arrivent. C'est justement ça. Il faut bien s'entourer. Il faut bien s'entourer. De l'autre côté, il y a des personnes qui ont beaucoup d'immeubles industriels, mais sont partis, comme tu as dit, tranquillement. Eux, il y avait une entreprise opérante qu'on appelle souvent. Ça veut dire qu'ils ont leur entreprise, puis ils ont acheté un petit immeuble, puis ils se louent à eux-mêmes via leur entreprise, le local. Puis par la suite, s'ils deviennent en expansion, ils ont besoin d'un autre immeuble, ça se peut qu'ils le mettent à la location. Puis tranquillement, ils ont leur entreprise de tous les jours. Puis juste à côté, ils ont aussi leur portefeuille immobilier qui se sont montés dans le temps. Il faut juste accepter que ça va prendre du temps. Ça ne va pas toujours se faire en 1 an, 2 ans, 3 ans, mais si tu laisses le temps faire les choses, ça va être intéressant. Parlez-moi un peu de votre expérience au niveau des aspects légaux. Il y a des choses à regarder, vérifier, s'assurer pour peut-être éviter un investisseur, un futur investisseur de ne pas peut-être faire les mêmes erreurs qu'est-ce qui s'est passé avec vos investisseurs. Avez-vous des genre d'histoires comme ça à nous partager? Je pense que c'est vraiment important de vraiment lire les documents en commercial parce que dans le fond, les templates de l'OACQ, c'est pas les templates qu'on utilise réellement. Il y a des templates un peu plus maison que le monde a fait avec des avocats qui sont révisés par des avocats. C'est super important. Quand on fait une transaction, faites sûr de le faire valider par votre aviseur et conseil légal parce que sinon, vous vous mettez à risque. T'sais, nous, on est courtier immobilier, on n'est pas avocat. Je ne peux pas faire des conseils ou des recommandations légales à mes clients. Il y a toujours des points classiques qui vont revenir. C'est quoi les dépôts de garantie? Sont-ils remboursables, non remboursables? Est-ce qu'il y a une vente avec garantie légale ou sans garantie légale? Est-ce que
il y a de l'environnement. Est-ce que l'usage de la personne qui était là avant était assujetti à des demandes en reliant l'environnement qu'il va falloir remettre les sols ou valider plus les sols à cause de leur usage? Ou sinon, ben, c'est les conditions de la vérification diligente. Il y a des conditions dedans qui vont durer plus longtemps que ce qui est écrit dans l'offre, qui vont demander des extensions, qui vont faire que ça ne se terminera plus. C'est aussi ça. Puis je pense que c'est aussi aux vendeurs de se protéger en ayant les documents, le maximum de documents en leur possession pour être certain à 100% que quand on a une offre d'achat acceptée, on envoie tous les documents tout de suite, puis qu'il n'y ait pas de délai, puis que les gens soient prêts à commencer avec tout en main. Intéressant. Au niveau d'une journée atypique, là, je vous ai vu dès que vous êtes rentré, vous avez tout de suite ressorti votre laptop. Donc, est-ce que c'est-tu aussi intense, étant donné que c'est sur du long terme, vos transactions, mais pourtant, il y a des petits suivis à faire? Est-ce que c'est plus comme des courtiers en placement où ils vont jouer au golf à la journée longue pour bâtir de la relation? C'est comme ça ressemble à quoi un courtier industriel qui bouge un peu des grands chiffres? Je te dirais que à la base, c'est l'organisation. Tout le monde a le même nombre de temps dans une journée. Si tu es capable d'en faire plus dans une journée que quelqu'un d'autre, à la longue, au fil des années, ça va s'accumuler. Mais on a des courriels à répondre, on a des appels à répondre, on est sur la route, on a des visites avec des prospects, des personnes qui veulent soit louer, acheter un bâtiment. On se fait appeler par exemple, des avocats concernant des contrats qu'on a envoyés qui ne sont pas encore acceptés, mais qui sont en négociation. On est développement des affaires. Des dîners, 5 à 7. 5 à 7, ça peut être du cold calling. Il y en a qui peuvent appeler ça du warm calling. Tu parles, puis de fil en aiguille, quelqu'un dit « Ah, mon ami, il y a une entreprise, il cherche un bâtiment. Ce bâtiment-là pourrait fonctionner. » Tu pars là-dessus, ça c'est plus du warm calling. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un aspect qui est peut-être un peu différent, mais on a beaucoup de présentations. Ça veut dire il y a certains joueurs qui vont appeler plusieurs bannières pour dire « Moi, je vais mettre ma propriété en vente. J'aimerais ça faire un pitch, une présentation. » Une offre de service, entre autres. Une offre de service. Alors, ça va être entre plusieurs joueurs. Alors ça prend beaucoup de temps de préparer ces documents-là. Ensuite, est-ce que, dépendamment de la transaction, est-ce que j'appelle des collègues ailleurs, dans d'autres, par exemple à Vancouver, qui pourraient venir nous aider pour gagner ce mandat-là? Alors, c'est beaucoup de Des fois, préparation. Les business sont à l'extérieur plus qu'à Montréal. Le fait d'avoir quelqu'un de local à Toronto, à Vancouver avec nous, ça fait en sorte que tu gagnes le mandat parce qu'il y a une espèce de confiance qui est établie, ils te connaissent depuis plus longtemps. Tu sais, c'est une business de relations, hein? Peu importe t'es qui, peu importe ce que tu fais, si tu as des bonnes relations avec les gens, mais ça va revenir rapidement. Intéressant. On n'a pas fini encore. Lorsqu'on a des nouveaux mandats, qu'on amène des propriétés sur le marché, il y a quand même de la prise d'informations, de la prise de photos. Il faut préparer les documents. Comme ça, lorsqu'on fait un lancement d'une propriété, on est prêt à répondre à toutes les questions. On a quand même une équipe qui nous aide derrière avec tout ça, mais il n'y a rien qui se fait encore automatiquement. Au niveau de la présentation, si on compare avec le résidentiel, très souvent, les courtiers compétitionnent avec la commission. Right? Donc, 4, 5, 6 %. Il y en a qui va le prendre un peu moins cher pour gagner l'offre. Les bons courtiers, ils font d'autres choses pour pouvoir gagner l'offre, mais c'est un enjeu. Au niveau de l'industriel, lorsqu'on présente, est-ce que c'est des enjeux communs, comme dans le résidentiel, ou c'est plus le réseau, le network, par exemple, Collier, qui est à l'extérieur de la province également, dans d'autres provinces, d'autres pays? Est-ce que ça vient mettre l'emphase ou du renfort à votre présentation? En général, tout le monde demande un peu les mêmes commissions sur le marché, dans le marché industriel, parce que dans le fond, le principe est qu'il faut collaborer, il faut donner une rétribution équitable à notre courtier collaborateur. Donc, en général, on est pas mal tous dans les mêmes eaux. Oui, il y en a qui négocient plus fort que d'autres, c'est ça sur la commission, puis ça, c'est bien correct aussi. Mais je pense que les gens, ce qu'ils veulent au bout de la ligne, c'est vraiment du service. Ils veulent vraiment des retours d'appel, ils veulent vraiment avoir, dans le fond, une certitude de quand ils vont t'appeler ou quand tu vas les appeler à chaque mois ou à chaque 2 semaines pour leur faire un suivi. Donc, tu vas être présent et tu vas être là. Je pense que c'est plus ça. Après ça, il y a une bonne partie de la connaissance
connaissances, compétences que tu vas avoir, les transactions que tu as faites dans le passé aussi, puis qui t'a travaillé, qui connaissent, parce que souvent, c'est ça, le monde industriel qui est propriétaire d'entreprise. Ça. Moi, je dis toujours cet exemple-là, le week-end, tout le monde se retrouve autour d'un lac, des fois dans un chalet avec des amis ou chez eux, dans un souper avec des amis. C'est ça aussi, c'est des petits réseaux, dans le fond, que le monde se connaisse, que si le monde se réfère entre eux, ben à un moment donné, tu fais une transaction avec un de leurs amis, deuxième, mais quand ça sera leur tour, ben, ils vont t'appeler aussi. Intéressant. Et toi, Steve, as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non, les présentations, ça peut toujours aller de tout bord, tout côté. Il n'y a pas un critère en particulier, mais Étienne, il a passé au travers des principaux. Je te dirais qu'il faut... Lorsqu'on a une propriété, lorsque quelqu'un nous donne une propriété, on ne peut pas s'asseoir, par exemple, mettre une pancarte, mettre ça en ligne, puis attendre qu'un locataire ou un acheteur vienne nous voir. C'est beaucoup. Il faut vraiment utiliser, comme Étienne a dit, notre réseau, faire des appels à froid, faire le tour, par exemple, du parc où est-ce qu'il y a des utilisateurs qui pourraient avoir besoin de cet espace-là. Fait qu'il y a beaucoup de travail, puis je pense que lorsqu'on fait des présentations, c'est super important pour la personne qui octroie le contrat de savoir qu'on va travailler pour lui. Quelqu'un qui veut rentrer dans le courtage industriel, right? Ça me tente de rentrer dans le courtage industriel, par exemple. Quelles sont les compétences qui est primordial au niveau d'un courtier immobilier? Right? Je pense qu'une des plus importantes, c'est l'écoute. Parce que dans le fond, les gens, ils veulent être sûrs qu'ils sont écoutés, que tu vas comprendre leurs besoins, puis que tu vas bien les servir, puis bien comprendre où est-ce qu'il va aller, puis comment le faire. Je pense aussi que quelqu'un qui commence dans le courtage industriel, c'est d'être très résilient, parce que des fois, ça peut être très difficile, des fois, ça va être plus facile, il faut s'adapter avec les marchés aussi. Je pense aussi de bien s'entourer, de choisir une équipe senior ou des gens qui ont plus d'expérience dans le but de comprendre comment ça fonctionne, de se faire former pour ensuite aller attaquer le marché. C'est vraiment important. Moi, de mon bord, c'est pas mal les 3 meilleurs conseils. Il y a l'organisation. C'est super facile de commencer à travailler et dire je vais faire A, B, C à tous les jours, mais si tu es capable d'avoir une constance, c'est là que tu vas être capable de te démarquer. C'est à ne pas négliger. Intéressant. Et aussi, il ne faut pas oublier un coussin de sécurité, un peu d'argent, hein, parce que ça peut prendre quelques mois. Effectivement, le coût de la vie, ça va quand même vite. Tu dois payer ta licence. Ensuite, ça va aller, tu vas développer ton réseau. Si tu veux aller développer ton réseau à Toronto, à Vancouver, ça s'accumule assez rapidement. Moi, un des meilleurs conseils que je donne aux courtiers qui commencent ou n'importe quel domaine, c'est de travailler pour le top 3, top 5, top 10 pour au moins quelques mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois, avant de se lancer toute seule. Si je devais commencer dans l'industriel au niveau du courtage immobilier, c'est sûr et certain que je viendrais voir des gars comme vous, parce que vous avez, avec l'expérience que vous avez. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant, parce que apprendre toute seule, ce que j'aime dire, c'est que si on prend la vie d'une personne, on a environ 100 ans. Puis les dernières 20 années, c'est la retraite. Ça, c'est quelqu'un qui veut prendre sa retraite plus tard dans la vie. Et les premiers 20 ans, ben, tu apprends. Donc, tu as entre 20 à 60, de 20 à 80. C'est le temps où tu mets tous tes efforts. On n'a pas beaucoup de temps dans la vie. Alors, si tu fais tout ça toute seule, c'est énormément de temps perdu quand tu peux travailler pour quelqu'un comme vous pour un certain temps avant de pouvoir se lancer toute seule ou être partenaire avec vous. Je pense que c'est la meilleure chose à faire au niveau de courtage, selon moi. Je pense aussi que ce qui est bon, c'est que tu vas apprendre à faire une recette. Tu vas prendre une recette qui fonctionne, tu vas prendre une manière de faire qui fonctionne. En même temps, c'est tellement plus le fun de travailler en équipe. Quand ça va bien, on s'en parle. Quand ça va mal, on s'en parle. On s'aide, on se consulte. C'est ça le principe qui est le fun, c'est de ne pas être tout seul. Mm-hmm. C'est plate, individuel, moi je trouve, personnellement, versus une belle équipe. Nous autres, on a la chance d'avoir du monde qui nous encadre au bureau, qui nous aide, administrativement, autant que marketing. Puis ça, c'est vraiment le fun, parce que dans le fond, ça nous permet de pouvoir être plus sur la route, pouvoir développer plus de business. Mais en même temps, on les considère comme une petite famille. C'est ça qui est le fun. C'est que quand le monde rentre avec nous, c'est comme tu rentres dans la famille. C'est clair. Qu'est-ce que vous prévoyez dans les 3 à 10 prochaines années dans l'industriel? Est-ce que vous voyez des grands changements qui s'en viennent?
C'est dur d'avoir une boule de cristal au changement industriel, je pense, comme qu'on a discuté un peu plus tôt. En ce moment, on est quand même dans un changement technologique. Alors, si jamais on est capable de continuer avec la technologie, on va être en termes d'équipe capable de faire beaucoup plus au courant des prochaines années. Ici, on est souvent limité au Québec avec les terres agricoles. Alors, si jamais tu regardes à vol d'oiseau, par exemple, sur Google, tu vois un parc industriel, mais les parcs industriels s'en viennent de plus en plus saturés. Alors, le marché industriel au courant des prochaines années, je crois qu'il va continuer à croître. Les gens vont continuer à vouloir plus d'entrepôts parce qu'on voit quand même une croissance au niveau de beaucoup d'entreprises en ce moment. Oui, puis les gens aussi veulent être proches de chez eux. C'est correct de faire des parcs industriels dans des places plus éloignées, mais les gens, au bout de la ligne, ils veulent être proches de la business, proches de leurs employés, proches des futurs potentiels employés aussi. C'est ça aussi qui impacte. Les terres agricoles, on peut les dézoner, mais il faut les zoner dans des endroits stratégiques parce que les gens ont besoin de garder leur main-d'œuvre. Ils ne peuvent pas déménager à 10, 20, 30, 50 km à la ronde. Ça ne marchera pas. Je pense avec la crise de logement puis des nouveaux secteurs qui se développent, plus les gens s'éloignent un peu de la frontière, c'est sûr et certain que je pense qu'il va y avoir de la place pour d'autres parcs industriels à fleurir, vous voyez, selon moi. Oui. Sinon, guys, au niveau des conseils pour un nouveau courtier qui veut commencer dans l'industriel, vous avez un peu répondu dans mes dernières questions, mais si on rentre vraiment dans cette question très précise, ce serait quoi comme conseil que vous donneriez autre que travailler pour un mentor, travailler pour une équipe qui roule déjà? Quels sont les conseils, les meilleurs conseils que vous avez pour un jeune courtier qui veut commencer? Je pense que le courtage immobilier commercial, au départ, il y a une bonne partie de vente conseil que je pense que si tu es capable d'aller dans un travail à commission, strictement à commission, de vendre conseil puis de réussir, je pense une bonne première étape pour te dire je suis capable. Parce que la réalité, c'est que tu ne reçois pas un chèque à toutes les 2 semaines. L'important, c'est que tu sois capable de développer ça. En même temps, ça t'apprend le côté financier, ça t'apprend le côté de gestion de clientèle, relationnel, puis long terme. Absolument. Est-ce que vous cherchez du monde dans votre équipe à l'instant? Oui, on a présentement un poste qui est ouvert pour se joindre à notre équipe. Une jeune pousse là, qui voudrait se joindre à nous. Là. Ouais. On est à Vous avez la entendu? recherche. OK. Parfait. Et dernière question. Si on devait reculer dans le temps, combien de temps vous avez commencé industriel? 8-9 ans. 8-9 ans, OK. En même temps que moi. Donc, si on retourne, vous rentrez dans une machine à retourner dans le temps, et Étienne, tu devais donner un conseil aux jeunes Étienne qui viennent tout juste de commencer. Même chose pour Steve. Commence à penser à ta réponse. Ça serait quoi comme conseil que tu donnerais à jeune Étienne? Tu as une chance, tu as un conseil, puis après ça, tu disparais. Le vrai conseil, c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Parce que le principe, c'est que la plupart des gens commencent avec des jobs à salaire, puis s'en vont à commission. Mais l'effet d'avoir peur de se lancer, c'est le pire frein. Je pense que c'est ça, c'est que les gens, vous dites, j'ai un salaire de X, puis je ne veux pas le perdre. Mais je connais personne qui est allé en affaires, qui a donné son 100% ou son 200%, puis ça n'a pas marché. C'est rare en général. Je dis, oui, ça arrive des échecs, mais tu apprends par ça, tu grandis avec ça. Mais je pense de ne pas avoir peur de se lancer, puis juste de se lancer quand c'est le temps. Tout le monde est capable, tout le monde a la capacité de le faire. Après ça dépend juste du vouloir et de l'énergie que tu vas mettre dedans. J'adore ta réponse, Étienne, parce que hier, je parlais avec un de mes courtiers. J'ai une quinzaine de courtiers dans mon équipe. J'ai dit, le courtage, là, c'est facile. C'est juste une question de vouloir, de persistance, résistance, résilience. C'est juste de jamais abandonner puis faire les choses qui ont déjà été faites par tes mentors. Ouais. À un moment donné, si tu suis le même chemin, ça va t'amener à Québec. Tu vas peut-être prendre des routes locales pour y arriver, mais tu vas y arriver. Tu prends l'autoroute et tu suis exactement pas un mentor, ben, tu vas prendre l'autoroute puis tu vas arriver plus vite en 2 heures. Si tu prends un local, ben, tu vas peut-être arriver en 6 heures, ben, tu vas y arriver. Mais il faut juste pas que tu abandonnes. Steve, de ton côté, à toi? Moi, je dirais un peu comme Étienne, c'est vraiment de croire en soi, puis la constance amène loin. Puis ne pas, si tu parles à quelqu'un, tu lui dis « je te rappelle dans 2 semaines », si tu le rappelles dans 2 semaines,
par la suite, tu continues avec tout le monde, toutes les conversations que tu fais, tous les appels que tu fais, ça va t'amener loin. Puis les gens apprécient ça, puis il ne faut pas sous-estimer ça. C'est tellement une belle réponse, ça. Tellement une belle réponse. Et en plus, une autre des conversations que j'ai eues avec cette personne, j'ai dit, quel est ton caractère? En fait, c'est-à-dire, qu'est-ce que les gens pensent de toi? Right? Si on devait te décrire. Est-ce que c'est la fille qui est toujours motivée, la fille qui n'abandonne jamais, la fille qui répond, dit quelque chose, puis elle le fait? Si, par exemple, les exemples de Steve, je te rappelle en 2 semaines, tu ne te rappelles pas. Mais c'est ton caractère, c'est comme ça que tu builds. Right? Et puis tu crées des attentes, parce que les gens, exemple, ils savent. Moi, le nombre de gens qui me disent tu me dis que tu m'as appelé le 15, je sais que tu vas m'appeler le 15. Ça vaut quelque chose, tu sais, juste de savoir que la personne fait vraiment ses suivis. Peu de gens le font. Exactement. Si tu dis que tu vas appeler 100 personnes, Appelle-les. si tu n'appelles pas 100 personnes puis tu dis d'avoir autre que tu vas le faire, le caractère que tu es en train de bâtir pour ton nom, pour ta réputation à toi, ben c'est sûr que les gens vont avoir un jugement complètement différent. Tandis que si tu le fais, là, c'est complètement différent aussi. Parce que là, les gens vont dire, OK, cette personne-là, ben, s'il dit quelque chose, si elle dit quelque chose, elle le fait vraiment. Exact. Et accepter que ta constance, ta détermination dans le temps, ça va valoir la peine. Ça ne va pas paraître à court terme, mais plus que tu vas continuer longtemps, un jour, tout va découler. Il y a une quote de quelqu'un, un joueur de baseball, un coach de baseball qui disait, on m'a l'a dit en français, ça va être plus facile, c'est pas dans le fond le manque de force ou le manque de capacité des gens, mais c'est le lack of will. Le manque de vouloir que les gens n'ont pas souvent. À un moment donné, quand tu dis je vais all-in, vas-y all-in, pousse. Parce que tout le monde est capable. Mais après ça, c'est toi qui te restreins. Des fois, ton pire ennemi, c'est toi. C'est tes idées, c'est ce que tu dis, ce que tu penses. Mais le problème avec ça, c'est toi qui n'es pas la meilleure personne que tu peux être. C'est clair. C'est très bon conseil, les gars. Pour les gens qui veulent vous contacter, ça serait par courriel ou par téléphone? On va vous laisser les informations en dessous. Vous pouvez nous appeler par courriel, peu importe. On a tous les moyens de communication. Nous autres, on a une équipe, en général, qui se fait reconnaître pour rappeler les gens rapidement. Courtier, client, peu importe. Pour être sûr que toutes les réponses sont données le plus rapidement possible pour que tout le monde ait un bon service puis que tout le monde soit satisfait. Le plus important dans le marché, c'est que si on a des questions qui viennent vers nous, c'est d'y répondre rapidement pour pouvoir avancer. Parce qu'au bout de la ligne, qu'est-ce qui est important? C'est les clients. Parce que c'est eux autres qui nous engagent. Étienne, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Très bon podcast. Merci beaucoup. Merci Steve. Pour les gens qui veulent contacter ces gars-là. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Au niveau du financement, si vous avez besoin d'aide, call Monsieur Solution. À bientôt.